Bonjour ou bonsoir. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, on a préparé le projet de loi Asile et Immigration avec une audition organisée par le groupe de la France Insoumise. On a de nouveau dénoncé le coup d'État social à l'occasion du retour en examen en deuxième lecture des ordonnances. Et puis, dans l'actualité, il y avait les annonces de plans de départ volontaire sur la fonction publique. Donc ça a été l'occasion de rappeler quelques vérités sur la réalité du gouvernement Macron et de cette majorité. Et puis j'ai participé à une audition sur la situation aux Antilles de pollution assez grave avec le chlordécone. Donc je vous en parle dans les vidéos qui vont suivre. N'oubliez pas de dire ce que vous en pensez, laisser des commentaires, mettre des pouces bleus et de le diffuser très largement. À tout à l'heure. Ce lundi, à l'Assemblée nationale, nous avons organisé une audition de plusieurs associations et collectifs d'aide et de soutien aux migrants et aux migrantes pour préparer l'examen du projet de loi Asile et Immigration qui devrait arriver à l'Assemblée début mars. Cette audition s'inscrit dans la méthode de travail qui est la nôtre, d'être continuellement en lien avec les acteurs et les actrices de terrain. C'est la lignée de notre programme qui a été élaboré en discussion continuelle avec les citoyens, les associations. Ces associations interpellent depuis des mois le gouvernement et sont très critiques de la politique répressive menée aujourd'hui par le gouvernement Philippe et notamment le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui non seulement ne répond pas aux devoirs d'humanité, d'accueil inconditionnel, mais crée en fait, cette politique crée elle-même les problèmes aujourd'hui auxquels sont confrontés les migrants et les citoyens, les citoyennes qui font face à une situation assez indigne et inacceptable. Ça va être un débat important. Je pense que au printemps, on va beaucoup en entendre parler. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ce débat soit posé dans des termes différents de ce qu'il est actuellement. Cet échange a confirmé beaucoup des analyses que nous partageons, les convergences, et la volonté et la nécessité partagée que l'on crée un débat ouvert qui ne tombe pas dans les ornières de xénophobie et de discours extrêmement répressifs, mais ouvre une perspective d'accueil digne, d'une véritable politique migratoire est possible qui respecte les droits humains et qui se donne les moyens d'accueillir ces personnes de manière digne. C'est ce que nous avions déjà développé dans notre programme et notamment le livret thématique sur le sujet de la politique migratoire, et c'est ce que nous ferons donc dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale et en lien avec les mouvements et les mobilisations qui auront lieu sur ce sujet. Vous pourrez retrouver sur internet et sur notre chaîne YouTube le compte rendu de cette audition qui voilà, nous a permis d'avoir un certain nombre d'éléments à la fois pour les amendements que nous allons faire et puis pour les propositions, parce que nous aurons une proposition alternative au projet de loi. Mardi, à l'Assemblée nationale, ont lieu les questions au gouvernement, les questions d'actualité au gouvernement. Cette semaine, nous avons commencé par une question qui a été posée par Hugo Bernalicis sur les plans de départ volontaire annoncés par le gouvernement dans la fonction publique. C'est une véritable remise en cause en fait du statut de la fonction publique extrêmement grave qui est prévue par ce gouvernement qui a annoncé 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Et comme l'a très bien expliqué Hugo Bernalicis, non seulement ça remet en cause le statut de la fonction publique qui est l'héritage commun, qui est le bien commun en fait de tous les citoyens et les citoyennes, qui permet un accès aux droits et qui permet une égalité entre tous et toutes. C'est vraiment un fondement crucial de la République, et d'acquis sociaux et démocratiques qui est remis en cause. Et en plus, ça s'inscrit dans une politique où ce sont
à la place de fonctionnaires, ce sont des précaires qui vont devoir assurer et assumer ces tâches et ces responsabilités, en sachant que quand on parle de fonctionnaires, on parle d'agents de santé, de personnel de santé à l'hôpital, on parle d'enseignants, on parle de toutes ces personnes qui permettent en fait que la vie quotidienne fonctionne, qu'on puisse emmener ses enfants à l'école et qu'ils aient des enseignants face à eux, qu'on puisse aller se faire soigner. Dans la fonction publique hospitalière, dans les hôpitaux publics, ce sont ces personnes, ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui tiennent à bout de bras l'hôpital et font en sorte qu'on puisse avoir accès à des soins et de bonne qualité. Donc c'est une attaque extrêmement grave qui est menée aujourd'hui par le gouvernement, et l'intervention et la question d'Hugo Bernalicis le rappelait avec beaucoup de clarté, d'intelligence. Nous n'avons bien sûr pas eu une réponse à la hauteur de la situation de la part du gouvernement, mais c'était important de dire à l'Assemblée nationale et de mettre devant leurs responsabilités les députés de la majorité qui s'engagent vraiment dans la continuation de la casse, le coup d'état social, la casse du service public qui a déjà été commencée par les ordonnances travail. Ce même jour, justement, avait lieu le vote, le vote final du projet de loi de ratification des ordonnances sur la loi travail, puisque il est passé à l'Assemblée au début de l'automne précédent. Il est passé ensuite au Sénat, et là, c'était la deuxième lecture de ce projet de loi. Je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler à quel point ces ordonnances détricotent et déconstruisent des années et des années de bataille sociale, de protection pour les salariés. Nous avons, comme vous le savez, depuis le début de la législature, dès juin, mené la bataille à l'Assemblée contre ces ordonnances. Nous avons été aux côtés des salariés et des syndicats lors des mobilisations qui malheureusement n'ont pas permis un mouvement d'ensemble. Et ça fait partie de l'intervention qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, qui a été pour le groupe chargé de faire l'explication un peu de vote, où nous rappelons à quel point c'est un recul social majeur qui a été engagé et dont on voit d'ailleurs les résultats. Ce qu'a aussi pointé notre collègue François Ruffin, avec les exemples d'annonces de licenciements dans plusieurs entreprises qui ont été faites ces dernières semaines. Donc on voit que, au loin de favoriser l'emploi ou l'activité, les mesures du gouvernement, et c'est des mesures qui ont été faites très vite, par ordonnance, vont au contraire créer plus de précarité, plus de chômage, et c'est contre cela que nous avons bataillé à l'Assemblée, contre cela que nous avons participé, aidé les mobilisations, et contre cela que nous continuerons à nous mobiliser dans l'hémicycle et dans la rue, en appelant vraiment tous et toutes à faire front commun contre ces attaques du gouvernement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé pendant plus de 20 ans aux Antilles contre le charançon, un insecte qui s'attaque aux bananes dans les grandes plantations de bananes. Il se trouve que ce pesticide a été reconnu comme étant cancérigène et perturbateur endocrinien. Il a été interdit très tôt aux États-Unis, à partir de la fin des années 70, mais il a fallu attendre plusieurs années avant qu'il ne soit interdit en France. À ce moment-là, le mal était déjà fait parce qu'en fait, c'est un pesticide qui a contaminé tout l'écosystème et qui va continuer à contaminer cet écosystème puisque il a une résilience extrêmement importante. Donc c'est sur des dizaines et des dizaines d'années que l'ensemble de l'écosystème, les plantes, les eaux, les fleuves sont contaminés par ce pesticide.
Alors, en plus du problème extrêmement grave au niveau sanitaire que a déjà causé ce pesticide et dont les conséquences sont encore peu connues et pas assez étudiées, tout ce qu'on sait, c'est que ça a un impact extrêmement grave sur la faune, la flore et les êtres humains, que ça crée dans les populations qui y sont exposées des risques de taux de cancer et un certain nombre de dérèglements physiologiques. Donc il y a déjà plus de 20 ans d'exposition et des générations de personnes qui ont été atteintes et dont qu'il faut prendre en charge. En plus de cela, il y a quelques temps, en fait, la Commission européenne a décidé de relever en fait la limite de taux résiduel de ce chlordécone, puisque c'est en fait évalué. Il y a une limite qui était jusqu'à présent assez basse, à partir de laquelle l'alerte était donnée, et donc cette limite a été relevée. Et ça a inquiété un certain nombre d'agents publics au sein de l'agence régionale de la santé, parce que le ministre de l'Agriculture a validé en fait cette décision de la Commission européenne, qui traduit du point de vue de toutes les personnes qui s'occupent du dossier, qui traduit une décision qui est incompréhensible quand on sait le danger de ce pesticide. Et c'est une situation extrêmement grave, moi dont j'ai eu connaissance très récemment en tant que membre de la délégation outre-mer aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Donc j'ai découvert ce dossier qui est très peu connu et qui est un scandale sanitaire absolument terrible. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce dossier, parce que on va en reparler. J'espère qu'on va en parler beaucoup dans les prochaines semaines au sein de la délégation aux Outre-mer, qui regroupe en fait des députés des Outre-mer et des députés métropolitains à l'Assemblée nationale. Il y a une unanimité pour condamner cette mesure de relèvement du taux, et avec la volonté de faire toute la lumière sur la gestion sanitaire et administrative par le gouvernement. Alors c'est pas simplement ce premier gouvernement, mais c'est le gouvernement actuel, mais c'est sur les années précédentes où on a laissé pendant trop longtemps ce pesticide contaminer les sols, et où la prise en charge aujourd'hui des conséquences écologiques et sanitaires est véritablement en dessous du problème qui est causé. Donc je voulais parler de ce sujet-là. Nous avons reçu ce jeudi en fait en audition un des responsables de l'agence de santé sanitaire sur l'alimentation, qui suit en partie ce dossier, et il a été interpellé par de nombreux députés justement sur la décision du gouvernement. Des membres, on va recevoir aussi au sein de la délégation la ministre de la Santé qui est en charge de ce dossier, et il y a vraiment une volonté très forte et vraiment unanime de tous les courants politiques représentés dans la commission, que non seulement toute la lumière soit faite sur la gestion du dossier, et que l'alerte nationale soit donnée et les moyens soient mis pour faire en sorte que les populations et l'écosystème des Antilles soient traités, accompagnés dans ce qui est un vrai scandale sanitaire. Je vous invite donc à vous renseigner. Vous retrouverez en dessous de cette vidéo le lien vers un article de Libération qui revient sur le sujet, et je vous tiendrai au courant de ce dossier, parce que je pense que ça fait partie des questions qu'on n'entend pas, dont on ne parle pas, peut-être parce qu'il s'agit des départements d'outre-mer et que ça paraît lointain, mais c'est un vrai enjeu de santé publique très grave, un enjeu écologique très grave, et donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous renseigner sur le sujet. On en reparlera, et j'espère que on aura des résultats par rapport à l'interpellation qui a été faite du gouvernement sur ce sujet. Cette semaine avait lieu à l'Assemblée nationale l'examen d'un projet de loi sur la protection des données personnelles. Les données personnelles, ce sont toutes les informations
que vous donnez ou que vous laissez sans vous rendre compte que vous les transmettez. Dès que vous ouvrez Internet, que vous allez sur un navigateur, que vous enregistrez un compte, et toutes ces informations-là, en fait, elles sont sur le réseau et elles sont récupérées par les fournisseurs d'accès et tous les opérateurs et opératrices d'Internet d'une manière parfois explicite, mais aussi souvent implicitement. En fait, toutes les opérations que vous avez sur le réseau, sur le web, ces informations-là sont collectées d'une manière ou d'une autre et constituent en fait un réservoir de données très important qui porte parfois sur des aspects très sensibles de votre personne ou de la société ou du gouvernement. Et donc, ça a été un projet de loi important parce qu'il s'agit de pouvoir garantir les droits et les libertés des personnes et de pouvoir faire en sorte que ces données ne sont pas vendues ou utilisées contre notre gré. Donc, sur ce projet de loi, nous avons participé au débat avec la volonté de renforcer les droits et les libertés. Et c'est pourquoi, en fait, on s'est opposé à l'idée même du projet de loi tel qu'il a été retranscrit par le gouvernement français, parce qu'en fait, ce projet de loi change le rôle de la CNIL, qui jusqu'à présent avait un rôle de protection, de contrôle a priori, et dont le rôle a été changé a posteriori. Plutôt que de protéger a priori de la collecte de données, c'est la philosophie du gouvernement, les acteurs et les actrices, c'est-à-dire en fait les géants du numérique, qui sont censés être responsables et donc ne pas utiliser vos données n'importe comment. C'est seulement a posteriori que la CNIL est censée contrôler l'utilisation de ces données. Donc cette logique, nous y sommes opposés en disant qu'en fait il fallait renforcer en fait le rôle de contrôle de la CNIL a priori, lui donner des moyens humains et techniques, ce qu'elle n'a pas suffisamment pour faire cela, parce que justement le numérique, l'Internet, c'est un champ aujourd'hui de développement économique, mais aussi un champ d'expression extrêmement important. C'est une des voies, des technologies, c'est un des secteurs économiques en expansion et qui va se développer dans les prochaines années, donc il faut qu'on soit à la hauteur. Nous avons, pendant la campagne, élaboré 2 livrets thématiques sur le sujet. Je vous renvoie à leur lecture là parce que nous sommes conscients des enjeux sur ce sujet-là. Nous avons fait des amendements qui visaient à renforcer le rôle de la CNIL et qui visaient aussi à renforcer les sanctions à l'égard des opérateurs de l'Internet qui utiliseraient à mauvais escient ces données. Malheureusement, ces amendements ont été rejetés pour la plupart et de nos points de vue, le projet de loi tel qu'il a été adopté en première lecture n'est pas assez protecteur en fait des droits et des libertés individuelles et nous continuerons à avoir, on aura à nouveau ce débat à l'Assemblée en deuxième lecture, mais c'est un sujet qui peut apparaître anodin mais qui est vraiment crucial et sur lequel nous nous sommes investis de manière constructive en ayant conscience des enjeux et puis de l'importance de ce sujet-là. On en reparlera certainement puisque c'est sur la question du numérique un domaine dans lequel je vais beaucoup travailler en tant que membre de la commission des lois et c'est un domaine du quotidien donc sur lesquels nous sommes aussi investis en tant que France Insoumise et sur lesquels nous avons aussi beaucoup de propositions à faire pour permettre le développement d'un Internet libre, démocratique et qui permette l'émancipation avant tout citoyenne, individuelle et collective. Voilà, c'est tout pour cette semaine, toujours aussi remplie. Avant de finir, je voulais faire un spécial remerciement aux insoumis et insoumises de l'Essonne qui nous ont envoyé qui nous ont transmis cette super chouette carte de vœux que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux qu'on a diffusée, qui a été transmise à l'ensemble des députés mardi lors de notre réunion hebdomadaire et qui a fait vraiment super plaisir à tout le monde. Donc merci à vous, merci du soutien, ça nous fait toujours chaud au cœur et puis ça nous rappelle
que ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, même si des fois on a l'impression que ça c'est confronté à un mur face à la majorité, ben c'est entendu et ça aide et ça vous aide vous aussi dans les mobilisations au quotidien. Donc merci aux insoumis et aux insoumis de l'Essonne. Et puis comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, diffusez largement, laissez-nous des commentaires, des propositions, des suggestions et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.